Mettons que le gars il ait mis seulement 1 million, que la première année il en a fait 56 et que la deuxième année il a fait 2,5 milliards. Mais autant bouger 1000, 10 000, 100 000 lots sur le CAC, ça va, disons, avoir des conséquences fâcheuses. Oui, vous avez besoin de gens pour vous guider. Oui, vous avez besoin de prendre un avis extérieur. Mais vous devez toujours conserver votre esprit critique. C'est vraiment hyper méchamment important. Avant de parler des implications sur les marchés financiers, j'aimerais faire quelques rappels historiques concernant l'Ukraine, histoire que vous ayez le contexte. On dit qu'il y a 3 Roms: Rome, Kiev et Moscou. D'autres personnes diront qu'il y a Rome, Constantinople et Moscou. On dit de Moscou qu'il s'agit de la 3e Rome. L'histoire de l'Ukraine et l'histoire de la Russie, à l'origine, c'est la même chose. On dit la Rousse de Kiev. Les russophones, enfin plutôt les Russes, sont issus de la région historique d'Ukraine. Et à l'arrivée de la Horde d'Or au Xe siècle, ou XIe, je ne sais plus exactement, avec les flux de population, ils sont partis vers le nord. Vous avez eu la constitution d'États souverains comme la grande cité-État de Novgorod. Alors, c'est une cité-État, certes, mais son territoire était aussi grand que la France. En Russie, tout est immense, hein. La moindre cité va contrôler un territoire absolument gigantesque. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque les explorateurs russes partent à la découverte de l'Extrême-Orient au XVIIe siècle, initié par Pierre Ier, ils sont, comment dire, stupéfaits par, par toute la, comment dire, le gigantisme de la Russie. Ils ne s'imaginaient pas que toutes les terres qu'ils pouvaient découvrir à l'Est étaient aussi grandes. Bref, ce n'est pas évidemment des sujets qui sont centraux ce soir, donc je vais me recentrer. Alors, l'Ukraine, contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias, dans toute la presse, c'est une culture ancienne qui est un croisement entre la Horde d'Or. Alors la Horde d'Or, c'est tout ce qui a succédé à Genghis Khan au IIe siècle. Également un croisement avec la culture turque au sud. Pour information, le dernier khanat du Crimée a été détruit vers 1740, je crois. Alors les dates sont vraiment à vérifier, hein. Je vous donne ça de tête. J'ai pas mis le nez là-dedans récemment, donc évidemment je vais un petit peu m'embrouiller. Et vous avez une colonisation, enfin plutôt une rétrocolonisation russe en, en Ukraine, initiée sous Alexandre II et Alexandre III. C'est toujours le vieux rêve de la Russie de contrôler les mers chaudes. Les mers chaudes étant la Méditerranée et l'océan Indien. La Russie, suivie de l'URSS avec l'Afghanistan, ont cherché en fait 2 moyens. Primo, se rapprocher le plus possible de Constantinople. D'ailleurs, la guerre de Crimée en 1854, je crois. Il faudrait vérifier les dates. Encore une fois, je suis, comment dire, bon pour raconter les choses, mais parfois un peu mauvais avec les dates. De toute façon, toutes les dates sont à réapprendre, hein, par la force des choses. La guerre de Crimée, c'était précisément pour empêcher l'anéantissement de l'Empire ottoman. Empire ottoman qui arrangeait bien les Français et les Anglais. Il y avait aussi toute la question des États latins d'Orient. L'Ukraine a toujours été une terre de passage. La Russie et l'Empire ottoman se sont longtemps battus. Les nombreuses guerres russo-turques au XVIIIe et puis XIXe siècle pour, comme je vous le disais, avancer le plus possible vers Constantinople.
N'arrivant pas à ses fins, l'Empire russe, je crois sous Alexandre III, a donné l'indépendance successivement à la Roumanie puis à la Bulgarie, notamment avec le traité de en 1876, la naissance de la Bulgarie. Alors le nom, je ne sais plus, je sais que c'est en deux mots, c'est très facile à retrouver sur Internet. La Grande Bulgarie. Bulgarie qui s'est fait retailler en 1878 au congrès de Berlin. Et ça n'a pas trop plu aux Bulgares et ils ont tenté de refaire la Grande Bulgarie à l'époque, en 1814, enfin 13, et puis enfin, il y a eu deux guerres, des deux guerres balkaniques. Mais peu importe, là je m'éparpille un peu. Tout ça pour vous dire que l'Ukraine, aux yeux des Russes, c'est à la fois le berceau originel de la civilisation russe et à la fois un endroit où on se bat beaucoup. On se bat pour arracher la Crimée au monde turc, avec le Khanat de Crimée. On s'y bat également pour se rapprocher de Constantinople. Et puis c'est également une zone très très riche avec les terres noires d'Ukraine, parfois 1 mètre d'épaisseur, enfin, de très bonnes terres, de terres arables pour le blé. Une terre riche. Plus récemment, c'est une terre stratégique. On s'y est battu souvent pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense aux 3 batailles de Kharkov, un troisième ayant permis, enfin plutôt ayant conditionné la bataille de Koursk, côté de Kharkov, plus grande bataille de l'histoire humaine, avec 900 000 Allemands contre 1,5 million de soldats russes. Je crois que les chiffres sont bons. C'est également une zone qui a été stratégique pendant la guerre froide. Je pense à tous les missiles nucléaires russes qui étaient prépositionnés, les radars, notamment le grand radar qui est à côté de Tchernobyl, et puis évidemment ces immenses dépôts de chars, de munitions, d'armements en tout genre, prêts à être utilisés pour foncer dans le sud de l'Europe, que ce soit pour couper le détroit du Bosphore entre la Grèce et la Turquie, que ce soit pour foncer jusqu'à Vienne. Telle était du moins la mission assignée à l'armée russe, plutôt l'armée rouge qui était dans la zone, avant évidemment la dissolution de l'URSS. À la dissolution de l'URSS, je ne sais plus le nombre d'États, il faudrait les recompter, mais c'est très facile. Nombre d'États qui ont pris l'indépendance. Alors bien entendu, vous avez les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, vous avez la Biélorussie, l'Ukraine avec la Moldavie, le Kazakhstan. En dessous, vous avez le Kyrgyzstan, Turkménistan, Ouzbékistan et Kazakhstan. J'en ai oublié un, mais bon, c'est facile, il y en a 5 en dessous du Kazakhstan. Ce qui fait que la Russie a perdu un quart de son territoire, un tiers de sa population, la moitié de ses ressources naturelles, de son sous-sol, l'autre moitié étant dans les stans, également un haut lieu du monde turc. Au passage, le monde turcophone n'est pas en Anatolie originellement, mais vient d'Iran et de tous les stans, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. C'est des grandes histoires d'immigration humaine, pardon. Immigration, donc c'est non féminin. Donc voilà. Plus récemment, après la chute de l'Union soviétique, vous avez eu 10 ans de paix dans le monde. Les années 90, où certes, il y a eu quelques conflits sanglants en Afrique, mais l'Europe a vécu en paix, à tel point que Fukuyama, un historien japonais, a parlé de la fin de l'histoire. Parce que selon lui, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Vous ne voyez pas comment, après la chute du mur de Berlin et la grande réconciliation des peuples, à savoir le rapprochement Est-Ouest, comment cela pourrait dégénérer dans une nouvelle guerre. Et bien évidemment, c'était l'époque Heslin-Reagan, et après Heslin, comme il s'appelait déjà, Clinton, où tout le monde se souvient du fou rire de Clinton. Après la remarque d'Heslin, je crois qu'Heslin avait demandé est-ce que tu pourrais nous laisser l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez le pacte de Varsovie, l'alter ego de l'OTAN, qui a disparu avec la chute de l'Union soviétique. Plus de pacte défensif. Mais en face, vous avez toujours le pacte OTAN, qui est toujours là. Alors là, vous avez un double problème, parce que l'Union soviétique n'étant plus, suivi de plusieurs années de repli sur soi et de dégradation de l'appareil politique et administratif,
Vous avez un État en quasi-faillite. Le PIB de la Russie en 1999, c'est 100 ou 110 milliards de dollars seulement. Un pays extrêmement pauvre, où dans les magasins, et ce même jusqu'à 10 ans après la chute du mur, vous n'aviez quasiment plus rien à bouffer. La dégradation de l'appareil militaro-politique, ou plutôt politique-militaro-russe, était telle que lors de la première guerre de Tchétchénie, les Occidentaux ont regardé à la télévision d'un œil amusé quand ça a été conçu pour combattre un environnement dégradé avec 70% de dommages, sachant qu'un char Leclerc devait détruire 12 chars soviétiques. Tel était du moins ce que les militaires français avaient prévu pour ce char-là, le char Leclerc, un char capable d'arrêter les hordes de chars soviétiques. Et 10 ans après, lorsque la Russie a arrêté d'entretenir son appareil militaire, parce que ça se dégrade très très vite lorsque vous ne mettez pas d'argent dans votre appareil militaire, l'armée russe a été quasiment incapable de prendre Grozny la première fois. Comme le pacte de Varsovie. L'OTAN qui s'est évidemment élargi vers l'ouest, vers l'est, pardon. Tout le monde évidemment en a entendu parler. Avec la Pologne qui intègre, je crois, en 2004. Vous avez la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. Tous ces États qui poussent vers l'est. Ça, c'est dans les médias, tout le monde en a parlé, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais il y a un autre sujet qui n'est pas dans les médias, et qu'on a peut-être oublié, c'est-à-dire toutes les révolutions dites de velours. Alors, vous avez eu la révolution orange en Ukraine, vous avez eu des révolutions, vous n'avez peut-être pas entendu parler, en Géorgie avec Edouard Shnevanez, aussi, comment ça s'appelle, le Kazakhstan. Des révolutions qui ont été alimentées, enfin plus ou moins créées, alimentées, soutenues logistiquement et financièrement par des ONG. ONG qui ont été gentiment créées par la CIA et par la Maison-Blanche. Quand on regarde qui étaient les gens à la tête de ces ONG, en fait, c'est des gens qui sont placés par la Maison-Blanche. Ces ONG expliquaient à la population comment on casse un cordon de police en donnant des fleurs, en donnant des slogans, comment on devait, par exemple, le petit manuel très célèbre, alors je n'ai plus le nom en tête, mais ça serait assez facile à retrouver, le petit manuel du parfait révolutionnaire, édité par la CIA à destination de tous les peuples en quête de liberté dans le monde russophone. Et là, vous avez un truc intéressant, c'est que dans les années 2000, la Russie était pleine de bonne volonté, était prête à rejoindre l'Occident, ouvrir son marché, à, à se mettre, disons, dans le nouveau monde, le monde post-soviétique. Mais d'un autre côté, vous avez les États-Unis, et personne d'autre, hein, les États-Unis, qui se cherchent un ennemi. Un ennemi pour justifier le fait de cramer autant de budget militaire à l'année. Il faut savoir que le budget militaire n'a pas baissé après la chute du mur, mais n'a fait qu'augmenter. Un pays qui souhaite étendre sa sphère d'influence, contrôler les nations, se rapprocher de la Russie. Et vous dire même à quel point ça a été à deux doigts de prendre la Russie, c'est que Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de créer les jeunesses de Poutine, alors ça porte un nom en Russie, pour précisément appuyer la police si jamais il devait y avoir des émeutes organisées, ou plutôt structurées intellectuellement par les forces de l'Occident. Et pour la première fois dans l'histoire post-soviétique, vous avez les États-Unis qui comprennent que, ok, ils arriveront à mettre des révolutions dans tous les États autour et à mettre la démocratie partout, et par là même installer des bases de l'OTAN. Pour information, vous avez des bases de l'OTAN jusqu'au Kyrgyzstan. C'est un petit État de 120 000 km² juste en dessous du Kazakhstan, donc c'est-à-dire dans le flanc sud de la Russie. Et du coup, les États-Unis comprennent qu'ils n'arriveront pas à mettre le Dawa en Russie. Alors après, vous avez le 11 septembre, l'invasion de l'Irak, où la Russie, lorsqu'elle cause au Conseil de sécurité de l'ONU, n'est évidemment pas écoutée car son armée est en lambeaux, son économie est en lambeaux. Poutine vient juste de reprendre le pouvoir et tout est à faire. Vous avez une économie qui est en ruine, un État qui n'est pas crédible, un État dans lequel vous avez certaines régions dans l'extrême-orient russe, par exemple dans le Katmachka, où les mafias locales, les petites mafias naturellement, sont beaucoup plus puissantes que l'État central. Un État qui a besoin de retrouver son autorité. La première chose que fait Vladimir Poutine lorsqu'il arrive au pouvoir, évidemment à part gérer le problème du Koursk, c'est également un vaste sujet, c'est de redéclencher une guerre en Tchétchénie. Pourquoi? C'est très important, on y reviendra juste après. Une enclave,
c'est un poste avancé. C'est un endroit où il faut mettre plus de soldats pour défendre la frontière extérieure, c'est-à-dire le pays qui encercle, qu'à l'intérieur. Et c'est également un peuple qui, disons, a une farouche volonté de se battre. Dans le contexte de la guerre de Tchétchénie, les Russes sont soi-disant retrouvés une bombe nucléaire dans la BM d'un des dirigeants tchétchènes. Un attentat aurait été déjoué à l'arme nucléaire. Alors, bien évidemment, c'est un coup monté par les Russes pour, entre autres, justifier l'invasion de la Tchétchénie et reprendre un territoire qui était quasiment indépendant, du moins indépendant de facto. Première confrontation indirecte entre les États-Unis et la Russie. Et vous avez l'OTAN qui s'élargit vers l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie. Vous avez plusieurs choses. L'installation de radars en Pologne, soi-disant pour contrer les futurs missiles iraniens en cours de construction. Quand vous regardez une carte du monde, vous voyez que ce n'est pas crédible. Si vous voulez arrêter les prochains missiles d'origine iranienne, vous mettez vos radars à Abu Dhabi, en Irak, en Turquie. Mais vous ne mettez certainement pas des radars en Pologne. Ça n'a aucun sens. Qui dit radar, bien entendu, dit vision. On sait ce qui se passe dans le ciel. Et du coup, c'est une menace indirecte sur la sécurité russe. Parce que d'un côté, les Russes sont obligés de se baser sur leur satellite d'alerte précoce pour voir ce qui se passe aux États-Unis s'il y a un lancement de missiles. Satellites qui, bien évidemment, tournent autour de la Terre, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps au-dessus des États-Unis, donc ils ont des trous dans ce qu'ils peuvent voir. Par contre, un radar, c'est tout le temps là. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui passe au-dessus de vous, vous voyez. Et puis, bien entendu, vous avez l'Ukraine. L'Ukraine, où c'est une lutte d'influence entre les États-Unis et la Russie. Mais pas comme ce qu'on a pu dire dans les médias, à savoir l'Ukraine intégrer l'OTAN. C'est un peu plus pervers que ça. Les États-Unis n'ont pas nécessairement besoin qu'un État soit dans l'OTAN pour y déployer des armes nucléaires. C'est tellement vrai que le Japon, peu après la Seconde Guerre mondiale, a fait un traité avec les États-Unis leur interdisant de déployer, et ce de manière définitive, des armes nucléaires au Japon. Les Américains déploient par exemple des armes nucléaires aux Pays-Bas, pourraient en déployer en Allemagne, peuvent en déployer et en ont déjà déployé en Turquie. Bien évidemment, tout ça sont une menace mortelle sur la Russie en cas de guerre. Mais là où c'est encore plus flou, c'est que l'Ukraine est à portée de canon du Caucase, quasiment. Et le Caucase, c'est l'unique accès de la Russie, on va dire ça comme ça, à l'Europe du Sud via la Turquie, via l'Anatolie. Et vous avez dans le Caucase du pétrole, le pétrole russe, le pétrole d'Azerbaïdjan. Vous avez en fait trois grandes forces. La Russie, dans le nord, le monde turc, représenté par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et entre les deux, vous avez un paquet de peuples comme les Ossètes, comme le Daghestan, comme la Géorgie, l'Arménie. Des États qui essayent d'y trouver un équilibre. Tout ça pour vous dire que contrôler l'Ukraine, c'est rentrer directement dans la sphère d'influence russe. Non, je dirais sa première sphère d'influence. En Russie, vous avez deux sphères d'influence. La sphère d'influence immédiate, c'est-à-dire les territoires qui sont autour. Hein, l'ancienne URSS, maintenant la CUI, communauté d'États indépendants, et une sphère un peu plus grande qui va comprendre tous les pays amis. Dans cette deuxième sphère, vous allez mettre les Balkans, la Mongolie, la Chine, la Corée du Nord, des États africains qui ont longtemps soutenu la Russie. C'est les territoires qui sont amis de la Russie. Tout comme dans la sphère d'influence des États-Unis, vous pourriez mettre dans la première sphère le Canada, avec le NORAD, ou le Mexique, c'est-à-dire des zones d'intérêt prioritaires. Et dans une moindre mesure, parce que c'est un peu plus flou, on pourrait mettre par exemple le Japon, la Corée du Sud ou l'Europe de l'Ouest comme base avancée des États-Unis. Et par là même de l'OTAN en l'occurrence. Du coup, contrôler l'Ukraine, c'est couper, ou plutôt détruire la sphère d'influence russe dans l'Europe. C'est-à-dire que vous passez directement de la Russie à l'OTAN, ou de la Russie à un ami de l'OTAN ou un ami renforcé de l'OTAN. Et ça, les Russes ne peuvent pas le concevoir, que ce soit pour des questions de sécurité,
mais également pour des questions de culture. Parce que comme je l'ai rappelé au début de mon intervention, la Rousse de Kiev, Kiev, ou Kiev comme on le dit maintenant, K-Y-I-V, c'est la prononciation à l'ukrainienne, c'est un territoire russe. En Russie, c'est même un peuple frère. Et donc sur ça, vous avez évidemment l'Euromaïdan, avec l'expulsion de l'ancien président, j'ai complètement oublié son nom, qui avait d'ailleurs accumulé une fortune sur le peuple. Pour mémoire, je vous renvoie au magnifique palais que ce président s'était fait construire, un truc complètement inconcevable, alors que le peuple ukrainien n'est pas forcément très riche. On parle de 3000 $ par habitant en, en PPA, ils sont un peu plus riches, mais là, on parle vraiment vous convertissez la Irvina en dollars et vous avez ce que ça représente à l'année. Mais voilà, du coup, vous avez la crise de Crimée. Alors là, on va reparler de choses vraiment très concrètes. Est-ce que la Russie avait raison ou tort de récupérer la Crimée? C'est pas forcément un vrai sujet. Simplement que la Crimée, c'est un petit peu comme en France, Cannes, Nice. Depuis longtemps, et ce bien avant l'apparition de l'URSS, tous les apparatchiks allaient en Crimée. Alors, les apparatchiks, avant évidemment les grands seigneurs, par exemple les Yuposov, avaient une magnifique villa enfin une villa, je ne sais pas comment on appelle ça en Russie, pas une datcha, mais c'est important encore un autre nom, à Sébastopol. Après, vous avez eu l'URSS, où les apparatchiks sous Staline, la grande habitude, c'était d'aller à, à Sébastopol. Et je peux même vous dire que quand les apparatchiks s'y retrouvaient et qu'il manquait un ou deux grands noms à l'appel, il y avait la blague assez salace qui disait ah bah tiens, celui-là, il est parti au goulag. Vous dire à quel point c'était passé dans les mœurs d'avoir entre 5 et 10% des élites qui disparaissaient par an chaque année. Sachant que la Grande Purge, juste pour vous resituer, c'est à peu près 30% des élites qui ont disparu dans l'année. Après, ça repartait au régime normal de 5 à 10%. Donc, en fait, la Grande Purge, c'est 3 années en une. Hein. C'est pas 99% de la population, enfin des élites qui ont disparu, même si bon, ça reste quand même important. Dans l'imaginaire collectif, la Crimée, c'est Cannes, c'est Nice. Et tout le monde le sait, parce que c'est dans les réseaux. Ça a été rattaché par Gorbatchev pour des raisons purement logistiques à la Crimée dans les années 60. Je dirais à l'Ukraine. En soi, c'est davantage une région russe qu'une région ukrainienne. Évidemment, Poutine aura tiré parti de l'occasion d'une Ukraine complètement désorganisée, désarmée, pour récupérer cette région historique de la Russie. Ce qui n'a évidemment pas plu à l'Ukraine. Ukraine, rappelons-le, qui est le pays des Tatars, le pays des Atamans. L'Ataman, c'est l'équivalent d'un maire et d'un capitaine, d'un chef de cavalerie. Je fais ça de manière très simplifiée. Peuple de Cosaques, peuple de guerriers. Je rappellerai que si vous allez un peu plus loin en Russie, vous avez les célèbres Cosaques du Don et du Kouban, qui étaient de grands guerriers et qui ont redonné beaucoup de fil à retordre à l'armée française, que ce soit à la bataille d'Eylau ou plus tard pendant la retraite de Russie. Sur ce, vous avez, dans une mesure moindre que ce qu'on voudrait vous faire croire, un conflit ethnique en Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays de 44 millions d'habitants. Vous avez entre 3 et 6 millions de Russes ou de russophones, je dis ça à la louche, les chiffres sont à vérifier, qui sont concentrés dans les oblasts. Alors l'oblast, c'est l'équivalent d'une région, du Donetsk et du Donetsk et l'autre, c'est, j'ai oublié, mais c'est facile à retrouver, c'est Donetsk et Kharkov. Voilà. Non, c'est pas Kharkov, c'est le Donetsk et Lubansk, je crois. Oui, c'est Lubansk, excusez-moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est moins que ce qu'on pourrait vous faire croire dans les réseaux? C'est que d'une part, depuis 2014, ceux qui voulaient partir du côté russe l'ont pour la plupart fait. Et d'autre part, la plupart des russophones habitent dans ces régions. Alors certes, on a la Novaya Rossiya qui va jusqu'à la frontière roumaine et moldave. Alors la Roumanie et la Moldavie, c'est la même ethnie. D'ailleurs, ils parlaient de réunir les deux nations sous un même drapeau. D'ailleurs, si vous regardez les drapeaux de ces deux États, jusqu'à l'Aigle, c'est quasiment la même chose. Mais peu importe. Alors certes, ça parlait de faire la Novaya Rossiya, c'est-à-dire la nouvelle Russie qui va
jusqu'à cette zone, sachant que dans à peu près tous les autres territoires, vous avez 60 à 70% d'Ukrainiens. Ça veut dire 30 à grand maximum 40% de Russes. Et je suis très gentil. On est plutôt autour, dans les derniers rayons, pour le coup, les dernières oblasts qui sont dans le sud-est, dans le sud-ouest, pardon, on est autour de 0 à 5% de russophones. C'est très très faible. Et donc vous avez une guerre du Donbass, comme on l'appelle. Guerre où d'un côté vous avez les indépendantistes russophones qui combattent avec les Russes, enfin soutenus et sponsorisés évidemment par le pouvoir central russe, et d'un autre côté vous avez l'Ukraine qui est alimentée par les États-Unis. Quand je parle d'une guerre, c'est une vraie guerre. C'est-à-dire que vous avez de temps en temps l'aviation russe qui va lâcher une bombe sur un dépôt de munitions ukrainien, et d'un autre, vous avez les Ukrainiens qui vont faire des incursions, parfois même sur le territoire fédéral, c'est-à-dire la Russie territoriale, commettre un petit attentat, faire sauter un pont, s'attaquer à un poste militaire. Le problème, c'est que c'est une guerre larvée, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas ouverte, déclarée, intense, mais c'est une guerre qui est là, et qui est une menace pour la sécurité intérieure russe, c'est-à-dire sur le sud-est de la Russie. Et le temps faisant, malgré tout, ça fait des dégâts. Ça énerve le pouvoir central. Et contrairement aux Européens qui sont prompts à discuter, mais moins prompts à prendre des décisions et encore moins à les appliquer, en Russie, quand on prend une décision, on l'applique, on l'exécute. Alors après, évidemment, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais il est quand même fort à parier que Poutine et son conseil de sécurité en ont eu marre et ont tout simplement décidé de frapper un grand coup. D'ailleurs, la terminologie utilisée par le président russe est de démilitariser, enfin, il y avait démilitariser, mais c'est pas forcément le plus important, c'était dénazifier la zone. Pour le coup, je vous renvoie à ce que vous pouvez voir dans les médias sociaux avec évidemment le bataillon, enfin le régiment Azov et les autres groupes paramilitaires nazis. Mais j'y reviens juste après et après on parlera sur les marchés, ne vous en faites pas. Et bien évidemment également de virer la clique, comme il a cité, d'alcooliques et de drogués qui occupent Kiev. Alors sur ce passage, c'est assez cocasse. Alors certes, le président Zelensky se bat dans les rues de Kiev et c'est tout à son honneur, mais le régime qu'il dirige est, oui, un régime de corrompus. Et ce, jusqu'à l'os, ça ne fait aucun doute. Il y a énormément de scandales à ce sujet. Et vous avez même des ramifications du scandale Weinstein. Enfin, scandale Weinstein, pardon, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Le milliardaire américain qui s'est pendu dans sa cellule, qui avait fourni des 2 fois... Epstein. Voilà, tu fais bien de rappeler son nom. Et vous avez des ramifications jusqu'en Ukraine. D'ailleurs, je vous renvoie au petit scandale qu'il y a eu aux États-Unis entre Trump et la connexion ukrainienne. C'est quelque chose, disons, qui peut agacer Poutine. Et lorsque Poutine dit j'appelle le peuple ukrainien et l'armée ukrainienne à renverser le gouvernement ukrainien parce qu'il sera plus simple de discuter avec eux, il n'a fondamentalement pas tort dans la mesure où il s'agit littéralement de corrompus et de pourris. Après, ça ne justifie pas nécessairement d'aller matraquer un pays. Je vais maintenant prendre, promis, pas plus de 10 minutes pour vous présenter la situation sur le terrain en Ukraine. Donc vous avez la Russie qui a accumulé entre 170 et 195 000 hommes. Alors les chiffres varient évidemment, ils ne sont pas nécessairement exacts. C'est des estimations faites avec des photos satellites et du renseignement sur le terrain, des renseignements humains, donc par définition faillibles. Les armées russes qui se sont positionnées sur la frontière russo-ukrainienne, mais également en Biélorussie. Je vous ferai une toute petite parenthèse pour vous dire que la Biélorussie est techniquement très très proche de la Russie, à tel point que les Biélorusses se considèrent comme Russes, et que pendant très longtemps, c'est un peu au point mort en ce moment, mais c'est quand même dans les esprits, il y avait un projet d'union entre la Russie et la Biélorussie. Alors, sur le papier, on avait proposé union entre la Russie et la Biélorussie comme nom, avec un drapeau rouge, rappelant évidemment les drapeaux soviétiques, avec une étoile jaune, juste avec les bords jaunes, le reste était rouge. Vous avez juste à regarder ça sur Internet, union entre la Russie et la Biélorussie. Et il y a même un ministère, je crois, qui avait été mis en place pour faciliter la fusion entre les deux États.
Comme ça, la Russie pouvait étendre son glacis militaire et son influence de manière, disons, définitive en Biélorussie et avoir la frontière naturelle avec la Pologne. Soit dit en passant, la Biélorussie est beaucoup plus un État artificiel que l'Ukraine, même s'il est vrai qu'en 1918, pendant un peu moins d'un an, vous avez eu une Biélorussie indépendante qui s'est fait rapidement rattraper par la Pologne pendant la Grande Guerre 20-21. Et donc vous avez ces armées-là positionnées avec un énorme coup de poker pour Poutine. Pourquoi un coup de poker? Poutine, quand vous regardez une carte d'Europe, vous voyez que Kiev est à 150 km de la frontière biélorusse. Et quand vous regardez les données, je dirais, humaines, vous voyez que la Russie, c'est 170 millions d'habitants, je vous dis ça de tête, et l'Ukraine, c'est 44 millions. C'est-à-dire que vous avez l'Ukraine, un Ukrainien pour 3 Russes. C'est un beaucoup plus gros morceau à avaler que la petite Géorgie de 7 ou 8 millions d'habitants. C'est un énorme morceau, que ce soit géographique ou démographique. Donc, je vous disais, un énorme coup de poker pour le pouvoir russe. Quand vous regardez une carte d'Europe, Kiev est à 150 km des frontières biélorusses. La Russie peut masser autant de troupes qu'elle veut en Biélorussie pour 2 raisons. La première, c'est que la Biélorussie l'accepte sur son territoire. Et la deuxième, c'est que tant qu'il n'y a pas de guerre, ça peut faire ça peut, disons, mettre du remous dans les capitales, enfin les ambassades européennes et mondiales, mais dans l'absolu, personne n'a rien à y dire. Alors, je vous juste une petite parenthèse en disant qu'il y a un traité de sécurité collectif en Europe, l'équivalent de l'OSTE pour la Russie et la Chine, qui est lié au traité de désarmement conventionnel dans les années 90, où ils disent que voilà, si vous déplacez plus de tant de soldats, ou plus de tant d'avions, plus de tant de chars ou de matériel, vous devez le notifier au Conseil qui supervise justement le traité. Du coup, même la France y est assujettie. On a une limitation d'armes, alors très généreuse au passage, mais si on déplace des grandes unités sur cette carte, pour justement éviter de faire baliser les États voisins, la France va être obligée de notifier comme quoi elle est en train de déplacer des chars et des avions. Je vais vous donner un petit fun fact amusant. Lorsqu'ils ont tourné le film Lord of War, les réalisateurs ont emprunté une cinquantaine de chars d'assaut à un collectionneur tchèque et ils ont été obligés de notifier à cette organisation comme quoi ils n'étaient pas en train d'envahir l'Allemagne ou l'Autriche, que les déplacements de chars, c'était juste pour un film. Parce que, bon, avec les photos satellites, certaines nations auraient pu se demander ce qui est en train de se passer. Du coup, la Russie, bon, évidemment, elle a dû faire ses notifications habituelles, mais ce qu'elle a fait surtout, c'est de masser ses armées. Pourquoi un coup de poker? Très simple. La Russie, malgré 20 ans de réarmement à toute vitesse, et quand je dis réarmement, c'est de dire des superbes avions, que ce soit des Su-27 ou le Su-33 poussée vectorielle, le Su-34, le bombardier à long rayon d'action, bombardier lourd à réaction d'ailleurs. C'est un magnifique avion qui a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel de nouvelle génération depuis une vingtaine d'années. Elle a reconstruit une marine de guerre qui est aujourd'hui crédible. Elle a produit de nouveaux chars d'assaut, que ce soit les T-90, notamment dans la version MS, qui est excellente. Plus récemment, vous avez le T-14 Armata, qui est pour l'instant un démonstrateur technologique, qui va peut-être être mis en production en Syrie, voir s'il est mis. Mais par contre, la Russie a plusieurs problèmes. L'entraînement de base du combattant est faible. C'est-à-dire que vous mettez plusieurs combattants avec des caporaux et des sergents, ils ne sont pas capables d'être aussi autonomes que des forces, disons, traditionnelles en Europe, comme la France, l'Angleterre, Israël, enfin, ce que vous voulez. Mais la Russie, ça a des grandes formations. La doctrine militaire russe, c'est choc et effroi. C'est-à-dire que vous allez mettre sur un champ de bataille, ils vont dire voilà, on va mettre des tas de canons, on va tirer comme des fous, on va tirer des missiles Grad, hein, c'est le successeur des orgues de Staline. On va déstructurer la ligne de front en face et on va envoyer nos chars d'assaut par myriades et myriades pour enfoncer et avancer et avancer. C'est la doctrine militaire russe, héritée de la bonne époque soviétique. Je vous passe sous silence les chars de rupture, les chars de front, les chars de pénétration. Là, ça n'a aucun intérêt pour la conférence de ce soir. Et quand vous voyez les exercices militaires russes, c'est toujours des tas de canons qui tirent. Vous direz simplement que c'est une doctrine obsolète. Parce que pour déployer des canons, il faudrait que l'aviation soit absente du champ de bataille. Ce qui aujourd'hui n'est plus, plus possible.
C'est possible pour des petits pays qui n'ont pas d'armée de l'air ou qui n'ont pas les moyens de contre-attaquer ça, mais avoir l'espoir de déployer pendant une douzaine d'heures des tas de canons contre l'armée américaine comme en Irak, ça relève du fantasme. C'est mignon sur des vidéos, c'est beau, mais c'est pas la guerre. Donc vous avez l'armée russe. L'objectif de Poutine affiché, c'est de détruire les nazis en Ukraine. Alors, petite parenthèse, pourquoi les Ukrainiens sont prompts à apporter des croix gammées? En 1933 jusqu'à 1935, vous avez eu l'Holodomor, c'est-à-dire le génocide par la faim décrété par Staline dans l'une de ses lubies pour punir le peuple ukrainien. Et les Ukrainiens ont une dent contre la Russie avec la destruction du Khanat de Crimée, avec le fait que c'est une zone dans laquelle on s'est beaucoup battu contre le monde turc, avec évidemment l'extermination de 5 millions d'Ukrainiens avec l'Holodomor. Du coup, lorsque les Allemands arrivent en 41, ils disent aux Ukrainiens, battez-vous avec nous. Alors, dans les faits, c'est un peu plus compliqué, parce que les Ukrainiens ont accueilli les Allemands avec du pain et du sel, mais la plupart des Allemands se sont mal comportés. Mais vous avez d'autres Allemands qui se sont un peu mieux comportés, ce qui a poussé la population à rejoindre les Allemands. Et pendant la guerre, vous avez eu jusqu'à 2 millions d'auxiliaires ukrainiens qui se sont battus dans les rangs allemands. Les Allemands leur ont dit, battez-vous avec nous et vous récupérerez un État ukrainien. Ce que fait Staline, c'est de signifier de manière très violente au peuple ukrainien que c'était pas cool de se rebeller contre le pouvoir central. Il s'en suivirent de nombreux massacres. Massacres qui sont également justifiés par le fait que des résistants ukrainiens en 1944 ont tué un maréchal soviétique, je crois que c'était Rodovsky, je ne sais pas comment on prononce ça, c'est assez facile à retrouver, un attentat assez célèbre dans le monde russe, et il s'en est suivi de manière immédiate des répressions dans le territoire. Quand les Ukrainiens portent des drapeaux nazis, c'est pas qu'ils sont nazis à déporter des juifs à Auschwitz. Au passage, vous avez Odessa, Little Odessa, c'est extrêmement célèbre, une grande communauté juive. D'ailleurs, c'est la première zone d'expatriation juive en Israël encore aujourd'hui en Europe, avec l'Aliyah. L'Aliyah, c'est-à-dire le retour vers la terre. Donc, c'est-à-dire, ça n'aurait pas de sens de comprendre comment dire, les drapeaux nazis en Ukraine par l'antisémitisme. Au passage, d'ailleurs, bon, c'est vrai, du temps des tsars, il y avait aussi pas mal de pogroms, mais ça, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que les Ukrainiens, du moins le bataillon, enfin, le régiment Azov et les autres groupes paramilitaires, s'ils portent des drapeaux nazis, c'est plutôt en mode les Allemands sont passés par là, et quand les Allemands sont passés par là, ben, les Russes ont souffert. Et ils ont souffert autant que nous. Du coup, dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le drapeau qui est associé à des forces de libération. Ce que je veux dire, c'est que le drapeau nazi en Ukraine, c'est un peu comme Dixieland aux États-Unis, le drapeau Dixie pour les États du Sud. Les sudistes sortent tout le temps ces drapeaux-là quand ils en ont marre des Yankees, le Nord, et qui sont contre une loi. C'est vraiment, je dirais, une réaction plus irrationnelle que quelque chose de vraiment posé. Évidemment, c'est quelque chose qui ne plaît pas aux Russes, parce que le souvenir de la Wehrmacht et des SS en URSS, c'est quand même 25 millions de morts. Aucun peuple dans le monde n'a souffert d'autant de victimes dans une guerre. À l'échelle de la France, je crois que ça représenterait 6 à 8 millions de morts d'aujourd'hui. J'avais calculé ça assez récemment. Je voudrais évidemment retrouver les proportions par rapport à, je crois que l'URSS c'était 200 millions de personnes à l'époque. Enfin bref, une personne sur 10 est morte. Comment dire, c'est hors gabarit. À titre de comparaison, les pertes militaires américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle je crois, 250 000 morts et 250 000 blessés. Enfin, c'est presque rien, la participation humaine, entre guillemets, américaine au charnier de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça pour vous dire que, pour conclure, pourquoi un, pourquoi un coup de poker? Le but de Poutine, alors justement, bon, là, je suis parti par plein de sujets, mais l'état aujourd'hui de l'armée russe, c'est une armée qui a du matériel de nouvelle qualité, les nouvelles Kalachnikov, les T-90, les Sukhoi 27 révisés en version 33 et 35, des bombardiers Su-34, vous avez des MiG-29 flambant neufs, vous avez du matériel, du petit matériel pour l'armée, mais par contre, il vous manque un truc essentiel, des soldats professionnalisés. L'armée russe, c'est 900 000 soldats, 280 000 pour l'armée de terre, 60 000 troupes parachutistes que vous pouvez vous servir en tant que, comment dire, de commando. Vous allez avoir 4 à 500 000 conscrits, des soldats qui ont une formation militaire limitée à 3 semaines.
Et petit fun fact, enfin fun fact, ça n'est pas un, mais petit détail précis, en Russie, le service militaire est complètement impopulaire. C'est perçu comme comment dire, un passage obligé, un passage dans lequel les citoyens ne souhaitent pas aller, où il y a énormément de violence dans les camps militaires, une violence froide, inique. Et du coup, vous avez des réservistes enfin des réservistes, des engagés qui font leur temps, mais qui, pour eux, c'est un traumatisme. Un coup de poker également pour le pouvoir central, parce qu'on s'attaque à un pays frère, un pays qui est culturellement très proche de nous. Ils sont orthodoxes, ils parlent quasiment la même langue que nous. D'ailleurs, la Russie vient d'Ukraine. Et pourquoi est-ce qu'on irait casser la figure à un pays voisin, un pays ami, un pays frère? Aucun sens. Et c'est également un dernier coup de poker de la part de Poutine pour les raisons que vous voyez sur les réseaux sociaux, à savoir quelle sera la réaction de l'Occident. Et là, je vous distingue trois choses. Primo, la guerre des images. Quelle sera également la réaction en termes d'économie? La deuxième chose. Et la troisième chose, le soutien militaire, qu'il soit par donner des armes, mais également du renseignement. Et quand vous savez ça, vous avez une super cocotte minute. Parce que si Poutine a l'avantage du nombre, qui est d'ailleurs tout relatif, l'avantage du matériel supérieur, qui est d'ailleurs tout relatif, eh ben, il n'a pas l'avantage du terrain. Quand vous envahissez un pays étranger, il faut être plus nombreux que les défenseurs. Parce que les défenseurs connaissent le terrain, ils se battent pour leur terre. Quand Vladimir Poutine a décidé à 4 heures du matin d'une intervention militaire en Ukraine, j'étais comme à peu près tous les autres à penser que l'Ukraine était perdue. Parce que l'Ukraine, c'est 209 000 soldats, dont 145 000 pour l'armée de terre, d'accord. Alors, tous les chiffres, on peut les donner, mais c'est surtout une armée qui est mal équipée. Je veux dire, ils ont 200 fusils de précision américains, 300 lance-roquettes de tel pays. Enfin, c'est un melting pot de matériel qui est tel que pour les pièces de rechange, j'aimerais pas être à la place de la logistique. C'est-à-dire que comment on va gérer ça? Je vous donnerai un exemple extrême. Quand l'Autriche-Hongrie est rentrée en guerre en 1914, ils avaient 47 calibres différents dans leur artillerie. 47 calibres, c'est ingérable. Déjà, quand on dépasse 3 à 4 calibres sur un champ de bataille, c'est compliqué. Je parle là pour les armes individuelles. On fait la 5,56, 16,62 pour les fusils de précision. Après, vous allez avoir un peu du 9 mm pour les armes de poing. C'est tout. Quand vous commencez à rentrer sur des calibres exotiques, ben, il faut les alimenter. Du coup, ça nécessite des caisses de munitions spécialisées. Donc, ça nécessite des camions qui vont les amener. Ça nécessite d'avoir une ligne de plus sur votre formulaire. Enfin, tout ça pour vous dire que ça devient de plus en plus compliqué. Et l'Ukraine aujourd'hui, c'est tout le monde donne un petit peu ce qu'il a en caisse. Alors, certes, vous avez standardisé autant, comme les missiles Stinger, comme les systèmes Javelin. Enfin, vous avez des choses qui sont, je veux dire, peu importe le pays de provenance, c'est des choses qui sont intégrées, et qui sont facilement convertissables. Par contre, vous avez tout le reste, qui l'est beaucoup moins. Et après, vous avez également un pays une armée qui n'est pas forcément très entraînée. Alors, c'est aussi à relativiser. Vous avez 800 000 personnes qui ont connu la guerre entre 2014 et aujourd'hui, mais qui ont été formées, par exemple, par les Anglais, par les Suédois, par les Canadiens, les Danois. Et du coup, c'est pas forcément la même doctrine à chaque fois. C'est pas forcément le même entraînement. C'est pour ça que si tout le monde est formé par à peu près n'importe qui, n'importe comment, c'est plus compliqué de créer de la cohérence que si vous avez un seul instructeur, un seul maître. Et du coup, moi, je donnais l'Ukraine perdant. Il est complètement perdant, hein. Pour moi, 48-72 heures, Kiev tombait. En 5-6 jours, tout l'est de l'Ukraine, qui est un terrain plat, allait tomber et c'était fini. Et là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit une armée russe qui peine à aller plus de 20 km en avant dans les frontières. Une armée russe qui manque de munitions, de pétrole, qui n'a même pas la logistique nécessaire pour donner à manger à ses soldats. On voit des pillages de magasins. Alors déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était difficilement concevable de voir des armées vivre, rançonner les habitants du terrain sur lequel ils sont pour manger. Alors déjà, il n'y a rien de tel pour fédérer la population locale contre vous, mais en plus de ça, c'est pas forcément des trucs de qualité que vous allez manger. Si c'était inconcevable pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, mais ça serait complètement fou de dire que l'armée américaine va vivre sur le terrain, par exemple en Irak, en allant rançonner les Irakiens pour, s'il vous plaît, donnez-nous à manger. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une armée russe qui n'a aucune logistique. Comme disait Frédéric II de Prusse, une armée qui n'a pas de logistique est une armée qui n'a pas de courage.
Sur un champ de bataille, c'est la chose la plus importante. Ce que disait MacArthur, les amateurs vous parleront de tactique et de stratégie, les professionnels vous parleront de logistique. Sans la logistique, vous n'êtes rien sur un champ de bataille, rien du tout. La logistique, c'est ce qui est la mère de toutes les batailles. Il y a un autre proverbe qui circulait pendant la guerre austro-russe, à Sadowa 66, qui disait un imbécile peut lever une armée jusqu'à l'heure du dîner. C'est-à-dire qu'à l'heure du dîner, il faudra donner à manger aux gens, il faudra leur donner des couvertures pour aller dormir. Et si vous n'avez pas ça, ben, c'est déjà mal barré. Et donc Poutine rentre en Ukraine avec ses soldats, ses avions. Premier jour, pendant les premières heures, il envoie des missiles longue portée, enfin, de croisière, pardon, les Zircon et autres calibres. C'est des missiles de croisière comme les Américains vont avoir, par exemple, les missiles Harpon. Non, pas les Harpons, justement, les autres, là, peu importe. Je perds tous les noms là en tête. C'est très facile à retrouver, les missiles de croisière américains. Il n'était pas souvent dans leur. Enfin, c'était très déployé en Irak en 2001, au début de la guerre. Mais peu importe. Il rentre en Ukraine, son truc c'est de casser évidemment, bon, très classique, hein, les défenses antiaériennes des États, les radars, tout ce qui va priver l'Ukraine de pouvoir contester la supériorité aérienne, tout ce qui va empêcher l'Ukraine de voir les avions ennemis et donc de les abattre. Oui, certes, il a cassé quelques missiles sol-air, S-300, des vieux machins, des missiles Buk, aucun problème. Le souci c'est que il n'y a pas besoin de missiles solaires avec des radars pour abattre des avions. Vous avez ce qu'on appelle les manpads. Les manpads, ce sont des missiles portatifs. Un type planqué dans son jardin ou dans une forêt voit un avion russe passer au-dessus de lui à basse altitude. Il tire son missile, fire and forget, je tire et j'oublie. Le missile fonce vers sa cible et vous avez un avion au tapis. Le gars dans son avion, il pense que tous les radars ukrainiens sont blackout. Il n'y a plus personne sur le champ de terrain, du coup il va voler. Je veux dire, il va se sentir dans une relative sécurité. Mais c'est une grave erreur. L'Occident a livré des centaines de missiles Stinger à l'Ukraine. Et la Russie est un pays qui, malheureusement pour elle, n'a pas encore toutes les technologies occidentales. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne maîtrise pas le bombardement à haute altitude. Elle est obligée de descendre proche du terrain, de prendre le terrain, comme on dit dans le jargon, pour cibler et envoyer ses bombes. Et pendant ce moment-là où l'avion vole près du champ de bataille, l'avion est vulnérable. Et vous avez en l'espace de 4 jours, plus d'une quarantaine d'avions de chasse et bombardés russes au tapis. Des Su-25 essentiellement, mais pas que. Vous avez des Su-27. Alors, le Su-25, c'est un avion d'attaque au sol, c'est l'équivalent du A-10 Fairchild américain. C'est des avions spécialisés dans la lutte anti-char. Quand vous avez une guerre avec la Russie ou des pays armés par les Russes, dites-vous que c'est les premiers avions à manger parce qu'ils sont obligés de voler bas. Et qui dit voler bas, ben, ils sont déjà exposés. Et en plus de ça, ils ne sont pas maniables. Donc, dès qu'il y a un missile qui est tiré contre eux, c'est terminé. Le pilote est déjà condamné. Ensuite, vous avez des avions d'appui et d'attaque au sol. Alors, vous avez évidemment des Su-34, vous allez avoir les Su-31, les Su-27. Alors, Su-27, c'est la même famille que Su-31, Su-35, Su-33, Su-35. Su-33, je crois que c'est le navalisé. Alors, excusez-moi, Su-27, modernisé Su-30. Le navalisé, c'est le Su-33, donc il ne nous concerne pas. Et vous avez le Su-35. Et évidemment, l'avion léger, le Su-27, c'est un avion lourd, l'avion léger, c'est le MiG-29. Et tous ces avions volent au-dessus de l'Ukraine. Des avions qui n'ont pas forcément tous les capteurs qu'on a développés en Occident, notamment pour protéger nos Eurofighters et autres Rafales. Des avions qui sont multimissions, c'est-à-dire qui peuvent à la fois faire de la supériorité aérienne, mais qui sont également là pour aller taper, lâcher une bombe par-ci, par-là et se barrer. Et pareil, vous avez des Ukrainiens avec des manpads, des missiles portatifs, qui voient ces avions-là et les shootent. Encore plus cocasse, vous avez dans la nuit d'avant-hier soir 2 Ilyushin 76, c'est des quadri-réacteurs transport de troupes. C'est un petit peu l'équivalent dans l'Occident des Global de Boeing, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Global, il y a un autre nom derrière, mais c'est les avions de transport de chars américains. Ou si vous voulez en France, la 400 Atlas. Vous parlez de l'équivalent du Transal, ça serait mentir, parce que le Transal, c'est un avion à hélice, alors que là, on parle d'un avion en réaction, donc un quadri-réacteur. Enfin, voilà. Et vous avez deux avions de transport de troupes, en modèle troupe pour faire du parachutisme, enfin, pour lâcher des troupes parachutées, excusez-moi, qui se font abattre à 1 heure d'intervalle par les forces de défense ukrainiennes. Perte probable, 400 hommes.
les, euh, les équipages et les troupes qui sont derrière. Bref, tout ça pour vous dire que lorsqu'on voit sur les rapports qui sortent d'abord du ministère de la Défense ukrainien et les commentaires, par exemple, de Ben Wallace, ministre de la Défense britannique, et du Pentagone aux États-Unis, qui vous disent voilà, les pertes russes sont extrêmement lourdes. Oui, elles le sont très probablement. On parle de 4000 morts du côté russe, 500 véhicules de transport de troupes, 150 chars de bataille, des T-72 et autres T-80, des vieux chars d'assaut russes. On parle d'une vingtaine de lanceurs de missiles Grad, les orgues de Staline, et puis après tout le petit matériel, que ce soit des voitures, du camion citerne, enfin tout ça. Comme vous pouvez le voir, Anderson et moi-même sommes vraiment passionnés par la géopolitique. Mais il y a toujours l'idée derrière tout ça de pouvoir avoir une lecture véridique du marché. Et donc, ce que je vous propose à présent, c'est déjà en règle générale, quelles sont les implications d'un conflit sur les marchés financiers. Et après, éventuellement anticiper ou imaginer quelles valeurs vont être intéressantes, ce qui va se passer, etc. Si on est cynique, on peut se dire qu'il faudrait investir dans des entreprises qui font de l'armement. Donc ça pourrait être un premier point. L'or, qui est une valeur refuge. Les actifs des russophones, enfin des Russes qui ont été gelés par les banques américaines. Alors, ils se redirigent vers le Bitcoin. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Alors peut-être voir déjà en règle générale ce que ça implique sur les marchés, un conflit, et puis après être plus précis et puis aborder cette question par rapport à ce conflit d'aujourd'hui, où il y a un marché en plus qui est les crypto-monnaies, qui permet de s'affranchir de régulations. Alors, merci pour ta transition, ça m'a permis de reprendre un peu mon souffle. Donc, la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est la résilience de l'économie russe. En 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée par Poutine, les Européens et suivis par les Américains et d'autres pays comme le Japon ont mis en place des embargos sur le commerce avec la Russie, qui pour beaucoup sont toujours d'actualité. Embargo, interdiction de commercer avec des entreprises et des personnes russes qui habitent en Crimée, notamment. Poutine a fait plusieurs choses. Il a acheté en très très grosse quantité de l'or. Il s'est dédollarisé, c'est-à-dire que d'une part, il a vendu toutes ses obligations d'État américain au profit des obligations russes ou d'autres pays. Et il s'arrange pour que les transactions ne soient plus libellées en dollars, mais dans d'autres devises. Alors pourquoi c'est important? Et c'est même quelque chose qui attise. J'aurais même dû en parler précédemment, mais bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans le conflit russo-américain, parce qu'il il s'agit d'un conflit russo-américain et pas russo-ukrainien, mais la dédollarisation, c'est par exemple ce qui a conduit les États-Unis à attaquer l'Irak en 90. C'était pas pour sauver Kuwait City, ce n'était pas pour empêcher Saddam Hussein de contrôler 40% du pétrole mondial, même si ce dernier raison y a beaucoup contribué. Non, c'est parce que Saddam Hussein voulait mettre un système de paiement qui ne soit plus libellé en dollars. Et ça change beaucoup de choses. Le dollar, c'est notre affaire, mais c'est votre problème. Ou c'est notre devise et c'est votre problème. Je crois que c'est ça la vraie citation. Le dollar, c'est la seule monnaie dans le monde où les mecs, ils peuvent financer leurs dettes par l'impression de nouveaux billets de banque. Le dollar est tellement accepté partout qu'il serait inconcevable que tous les États en même temps se dédollarisent, ce qui entraînerait évidemment de très gros problèmes économiques. La raison est simple. Après la Seconde Guerre mondiale, les seules économies qui étaient encore debout, c'était les États-Unis et les États-Unis. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il y avait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous aviez trois grandes superpuissances. Vous aviez les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne était complètement exsangue et son empire colonial menaçait déjà d'effondrement. L'Inde s'est barrée en 47. Alors l'Inde, c'est avec le Pakistan et le Bangladesh. Alors à l'époque, le Bangladesh et le Pakistan, c'était la même chose. C'était pendant la deuxième guerre indo-pakistanaise dans les 70, je crois que c'est 76, où le Pakistan a pris son indépendance. Et vous avez évidemment Ceylan ou la Colombie, enfin la Colombie, je veux dire l'île de Ceylan. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est le Sri Lanka qui a pris son indépendance, capitale Colombo. C'est pour ça que j'ai fait la petite erreur. Voilà, ça c'était les Indes. Ensuite, vous avez évidemment toutes les guerres de décolonisation alors, pour la France, tandis qu'avec la Grande-Bretagne, ça s'est mieux passé.
La Grande-Bretagne, quand elle colonise, elle prépare déjà la décolonisation. Et comme l'avait dit par contre Churchill, lui qui a fait la guerre des Boers, qui a été premier lord de l'amirauté pendant la Première Guerre mondiale, qui a été Premier ministre pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu évidemment le rôle qu'on sait dans l'histoire, avait dit je ne présiderai pas un démantèlement, en parlant de l'Empire britannique. En 1945, la Grande-Bretagne était considérée comme une superpuissance. En 1946, elle n'était plus qu'un petit État avec des vieux châteaux et de la pluie. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit Churchill. J'ai l'impression que je suis un petit âne encerclé par l'ours russe et l'aigle américain. Bref. Et du coup, la livre sterling, qui avait été une monnaie super puissante, lâche du terrain par rapport au dollar américain. Alors, on pourrait également parler du franc, mais bon, le franc en 45, avec l'hyperinflation et la destruction de notre économie, pareil. On va dire que la seule monnaie qui a pu s'imposer comme système fiable et stable de paiement, c'est le dollar. Parce que le dollar, indexé sur l'or, le dollar, c'est la grande puissance américaine. L'Amérique qui a gagné la guerre, soi-disant toute seule. L'Amérique qui est partout, qui met du dollar partout, qui va avoir les Arabes, il va payer ses barils de pétrole en dollars. L'origine des pétrodollars, ça vient de là, avec le pacte de Quincy, entre Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite. Le dollar est surpuissant. Et le dollar, ça a été facile dans les 50, 60, c'était le synonyme de richesse. Quand vous adoptez une monnaie aussi forte, c'est difficile de s'en passer. Quel alter ego allez-vous trouver? Le Japon, le yen japonais, dans les années 80, oui, le Japon avait réussi à avoir une économie dont le PIB représentait quasiment la moitié de celui des États-Unis. On s'était même demandé s'il n'allait pas le dépasser. Mais après, vous avez eu la décennie perdue des années 90, avec une croissance au ralenti et une population, enfin des jeunes justement qui n'arrivent plus comment dire, à s'émanciper. Vous avez également toute la crise avec la Corée du Sud et notamment pourquoi Samsung et toutes ces entreprises-là sont devenues surpuissantes. Bon, ça serait un autre sujet, mais tout ça pour dire que le dollar, c'est la monnaie qui a régné en maître sur le monde jusque dans les années 2000. Et quand Saddam Hussein se dédollarise, c'est une alerte parce que ça peut ouvrir la porte, ça crée un précédent. Et les autres pays ne vont pas aimer ça. Et du coup, enfin, vont justement suivre. Et du coup, les États-Unis ne vont pas aimer ça. C'est pour ça qu'ils ont fait l'opération en 91 contre Saddam Hussein. Et là, vous avez les Russes qui vont voir les Chinois, qui vont voir les Indiens et les Brésiliens dans une moindre mesure. Alors, dit voilà les mecs, à nous seuls, à nous quatre, on représente plus de la moitié de la population mondiale. Et si on créait un système de paiement, si on payait autrement qu'en dollars? Et ce qui se passe, c'est que maintenant, les barils de pétrole s'échangent de plus en plus avec la Chine, mais non pas en dollars, mais en roubles, voire en yuan. Ça, c'est le premier, je dirais le premier facteur, première chose qui alimente la guerre entre les deux États, et qui peut être aussi un facteur de résilience de l'économie russe. Poutine s'étant dédollarisé. La deuxième chose, comme justement on l'a rappelé, c'est SWIFT. Le système SWIFT, Poutine a développé depuis 2014 un système de compensation de banques identique à SWIFT, évidemment beaucoup moins adopté dans le monde, mais qui permettent quand même à l'économie russe d'être plus résiliente, d'encaisser ça plus facilement. Et vous avez récemment, troisième chose, et qui d'ailleurs aurait dû mettre la puce à l'oreille à propos de l'Ukraine, le gouvernement russe était contre le fait de reconnaître le Bitcoin comme une monnaie, et Poutine dit non, 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 on va reconnaître le Bitcoin comme une monnaie. Bitcoin, c'est un outil qui, alors, on peut le tracer, mais c'est un système neutre. Un système où vous pouvez vous énerver ou être gentil, vous pouvez apprécier ou pas apprécier. Les opérations, vous ne pouvez pas les contrôler. C'est complètement neutre. Il n'y a personne derrière. C'est pas comme Ethereum. Mon associé a l'habitude de dire que le problème avec Ethereum, c'est Ethereum. Parce que si Vitalik Buterin bloque une transaction, elle est perdue. Donc vous avez une Russie qui se montre beaucoup plus forte. Autre élément, et qui joue d'ailleurs en faveur de la Russie, on pourrait même dire qu'il y a 10 lits d'initiés, si je puis me permettre. Le gouvernement fédéral russe avait calculé le prix d'équilibre entre ses recettes et ses dépenses avec un baril de pétrole à 44 dollars. Or, le pétrole aujourd'hui dépasse les 100 dollars sur le Brent. Ce qui fait qu'elle peut amasser une jolie petite rondelette, une rondelette somme d'argent entre les 44 dollars et le cours actuel. S'il est 100 dollars, ils vont encaisser 56 dollars entre le cours de vente et le cours d'équilibre pour eux et le prix de vente.
Et il s'avère qu'aujourd'hui, la Banque centrale de Russie dispose de 630 milliards de dollars devant elle, ce qui est absolument pharaonique. Bien, alors pour vous parler maintenant des implications, je dirais, en matière d'économie. En Russie, vous allez faire la queue, comme on dit dans le World of War, pour acheter de la vodka, des kalachnikovs et éventuellement des chars d'assaut. Mais personne va en Russie pour acheter leur Lada. Et c'est très vrai. En Russie, vous avez certes des usines, mais c'est des usines, comment dire, des biens de production inférieurs. En économie, ce qu'on appelle un bien de production inférieur, c'est par exemple la margarine contre le beurre, c'est moins cher, mais de plus mauvaise qualité. Les biens de consommation russe, par exemple Lada, vous pouvez aller voir sur le site de l'entreprise, ils ont quelques voitures très rustiques, mais ils n'ont pas, comme nous en Europe, on peut avoir des Renault avec plein de gammes différentes, plein de choses. La Russie importe beaucoup plus de matériel qu'elle n'en exporte de grande consommation. Par contre, elle va exporter beaucoup de matières premières. Alors, je pense notamment à tout ce qui est pétrole, huile, du gaz naturel. On en entend beaucoup parler avec évidemment Gazprom et l'autre entreprise Sougounieftegaz. C'est un autre géant de l'économie russe. Il y a également du blé. C'est d'ailleurs la deuxième fois de son histoire que la Russie devient exportateur net de blé. La première fois, c'était juste avant la Première Guerre mondiale, en 1914. Vous dire que la Russie a été, disons, résiliente. En 2014, voilà, les Occidentaux nous mettent des sanctions, ben, on va développer les terres agricoles. Dans tout ce qui va être Caucase et dans la région, par exemple, de Touma, la région Samara. C'est tout ce qui est en fait le sud de la Russie quand vous allez vers la direction d'Irkoutsk. Autres produits d'exportation, vous avez les aluminiums, le nickel, du chrome et tout ce qui peut s'en suivre, par exemple les engrais minéraux. Et quand vous avez résumé tout ça, vous avez résumé à peu près 70 à 80% des exportations russes. Que ce soit le pétrole, le gaz, les minerais, le blé. Quand vous avez dit tout ça, vous êtes à 75% de l'économie russe. Après, vous avez évidemment le diamant, l'uranium, mais dans des moindres mesures. Kazatomprom notamment, grande compagnie kazakh, qui est censée exploiter prochainement des mines d'uranium à ciel ouvert dans le fin fond de la Sibérie, où les Russes sont assez contents du dégel des terres, parce que ce sera plus facile d'y creuser, du moins les industriels, parce que les populations qui ont des maisons avec la fonte de pergélisol voient des grosses bulles. Allez voir sur Internet, hein, le pergélisol, quand ça fond en Union soviétique, enfin en Union soviétique, en Russie, ça fait des bosses, les maisons s'effondrent, les gens n'aiment pas trop. Ça fait des remontées de gaz et ça pourrait aussi faire apparaître un paquet de virus archaïques. Alors, quelles conséquences ça aurait d'avoir le deuxième ou troisième producteur de pétrole de la planète disparaître de la circulation? Production russe, on est autour de 10 à 12 millions de barils par jour. Alors, ça dépend, hein, quand vous avez, évidemment, en fait, vous avez trois forces dans le marché pétrolier. Parce qu'on parle de marché, là, je vais vous parler de marché, hein. Vous avez trois grandes forces sur le marché pétrolier. Le premier, c'est le monde arabe avec l'OPEP. Alors d'accord, vous allez me dire, oui, il y a d'autres pays comme l'Équateur et je crois l'Indonésie qui en font partie. Je crois que c'est la Malaisie plutôt. Il faudrait vérifier, hein, mais pour vous dire que tous les pays arabes ne sont pas dans l'OPEP. L'OPEP, c'est 30 à 40% de la production mondiale de pétrole. Et quand l'OPEP fait dumper les prix, elle est obligée de se mettre d'accord avec les autres producteurs pour justement augmenter ou réduire la production. Le deuxième spectateur, c'est la Russie. Et le troisième, c'est les États-Unis, avec notamment leur pétrole de schiste. Très rapidement, en 2019, vous avez eu les Arabes qui ont ouvert les vannes du pétrole. Alors pourquoi ils ont pu le faire? Vous avez quatre grandes familles de pétrole. Ne me demandez plus les noms, là je les ai plus ce soir. Vous avez le pétrole que vous allez choper en haute mer, le offshore, vous avez les bitumineux, enfin vous avez des grandes familles, mais celle qui nous intéresse, c'est celui où vous faites un petit trou dans le sol et vous avez le pétrole qui jaillit. Ça dure que 15 à 20% du temps du puits, après il faut émettre un drill un derrick pour sortir le pétrole, et après quand vous avez fait ça, quand il n'y a plus rien à sortir, vous mettez de l'eau sous pression et vous allez refaire sortir le pétrole. Une version dérivée, c'est le craquage. C'est-à-dire que vous allez attaquer la couche poreuse pour faire sortir le pétrole, l'expulser. C'est deux technologies très proches.
Mais les Arabes peuvent le faire, et l'Arabie Saoudite peut le faire, parce que elle, contrairement à tous les autres pays dans le monde, elle peut, sur un coup de téléphone, réduire ou augmenter sa production de pétrole. Par contre, les États-Unis, c'est différent. Il faut mettre à l'arrêt les puits, ou les redémarrer. Et ça prend un temps fou. Et qui dit temps fou dit perte d'argent. Autre facteur aussi qui a joué en faveur des Arabes lors de la guerre, enfin, disons du conflit pétrolier, c'est le fait que c'est à bas coût. C'est-à-dire qu'on est sur des prix de revient de 8 à 10 dollars le baril. Contrairement au pétrole américain, on est autour de 50, 60, 70 dollars. Beaucoup plus cher. C'est-à-dire que si vous redescendez en dessous de ces prix de vente, le coût de revient est plus élevé que le prix de vente, donc vous perdez de l'argent. Les Arabes avaient pensé qu'en augmentant les vannes du pétrole, le prix baisserait. Ils ont jusque-là raison, mais ils penseraient qu'ils arriveraient à décourager les Américains de produire du pétrole de schiste. Donc, ils fermeraient leur production, et du coup, les Arabes, par voie de conséquence, auraient, enfin, gagneraient des parts de marché. Mais pour réussir à faire cette guerre commerciale, il faut naturellement l'appui d'un très gros producteur qui n'est autre que la Russie. C'est pour ça que je vous dis, voilà, la production russe, on a entre 10 et 12 millions de barils par jour. Les chiffres sont faciles à retrouver, vous allez sur Wikipédia, vous le mettez en anglais, parce qu'en anglais, si vous allez sur Wikipédia pour regarder par exemple des listings sur des productions entre pays, ou enfin des listes, n'importe lesquelles, hein, ça peut être, je sais pas moi, la dépense militaire par année, ou le PIB, les évolutions de ça, vous tapez en anglais. Vous allez sur la Google anglais, les données sont plus importantes. Après, pour les gens qui veulent des données, disons, plus précises, vous allez sur Statista. C'est une base de données en open source. Et avec ça, vous avez déjà de quoi faire, hein. Vous avez des tas d'autres sources, mais les deux que j'ai envie de vous donner ce soir, c'est Wikipédia anglais et Statista. Avec ça, vous avez déjà de quoi vous amuser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, le marché du pétrole, c'est un marché, comment dire, qui est inélastique, très inélastique. C'est-à-dire que peu importe que le baril du pétrole, enfin, le coût de revient à la pompe du gazole soit à 0,80 centimes, enfin 80 centimes, 0,80 euros, ou 2 euros, vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Évidemment, vous allez davantage gueuler si le prix à la pompe est à 2 euros, comme en ce moment à Paris, que s'il était seulement à 1,20 €, 1,30 €. Mais vous avez besoin de votre voiture pour aller bosser. Première conséquence, si on vire la Russie du marché mondial du pétrole, vous allez perdre 10 millions de barils par jour, c'est-à-dire 10 à 12% de la production mondiale. Comme la demande mondiale reste constante, je dirais, elle ne varie pas. Vous avez tous les jours besoin d'aller manger. Vous avez tous les jours besoin de prendre votre voiture pour les consommer. Tous les jours, vous avez des bateaux en mer pour transporter des biens d'un point A à un point B. Ce que je veux dire, c'est que l'économie dépend du pétrole et ce, peu importe son prix. Alors peut-être qu'il y aura des petits gestes du quotidien lorsque le prix du baril va s'envoler et qu'on sera un peu moins regardant lorsque le prix du baril baissera. Mais ces petits gestes n'ont pas grand-chose par rapport à la demande agrégée mondiale de pétrole, qui restera toujours la même. Et par conséquent, si l'offre est excédentaire, une petite offre supplémentaire, bim, le prix s'effondre. Si l'offre, par contre, remonte, l'offre de pétrole remonte, enfin baisse, et ben, bim, le prix va remonter, ce très vite. Alors, oui, je vais te repasser la main, Victor, mais, juste pour vous dire que virer la Russie du marché pétrolier, ça me paraît être un doux rêve. Deux raisons. La première, c'est que la Chine va être contente d'avoir la Russie à livrer du pétrole, puisqu'ils pourront aller voir les Russes en leur disant voilà, bah, il n'y a plus personne qui va acheter votre pétrole, nous on est prêt à vous l'acheter 10 dollars moins cher que le prix du marché. Et les Russes diront oui, parce que de toute façon les Russes seront toujours excédentaires. Donc les Chinois, au lieu d'acheter au monde arabe, bah, ils achèteront un peu moins cher à la Russie, donc au final ça reviendra à la même. Les Chinois achèteront moins aux Arabes et achèteront plus aux Russes. Et donc, ça me paraît complètement fou. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, et l'exemple le plus frappant en Europe, c'est celui-ci, tout le monde veut se dénucléariser, l'Allemagne en tête. Sauf que si vous dénucléarisez pour votre énergie et que vous avez 80 millions d'Allemands à chauffer, ben, il faut du gaz russe, vous avez besoin du charbon russe. Et ça, quoi que vous y pensiez, alors aujourd'hui tout le monde y va, je vais finir sur ça parce que je suis vraiment très bavard, il est déjà 22h30, mais tout le monde y va sur ses grands chevaux à vouloir bannir la Russie, mais oui, mais vous avez besoin du charbon russe, vous avez besoin du gaz russe. Et c'est très compliqué de construire un terminal gazier. C'est plus compliqué que vous pourriez le penser, parce que vous avez toute la technologie pour comment dire, passer du gaz liquide au gaz-gaz. C'est-à-dire, et c'est une technologie complexe et dangereuse, au risque d'explosion, entre autres. Et c'est pour ça que le gaz russe, le charbon russe et le pétrole russe, ça me paraît très surprenant. Ça serait vraiment très surprenant qu'ils ne trouvent pas acheteurs. Alors peut-être pas les Européens tout de suite, mais les Chinois sans problème. Les Chinois, c'est 1,4 milliard d'acheteurs. Les Indiens, c'est pareil.
Ce que je veux dire, c'est que vous avez pas, les Chinois et les Indiens ont besoin de ces ressources. Ils sont importateurs nets, hein, ils produisent quasiment rien. Du coup, bah, les Russes vendront à la Chine, vendront aux Indiens, et personne n'y trouvera rien à redire. Voilà. Je repasse la main à Hypes, parce que je crois que j'étais vraiment très bavard ce soir. Oui, mais c'est toujours un grand plaisir, hein. J'en profite pour faire une parenthèse puisque avec mon ami Anderson qui est ici ce soir, bah, du coup on co-dirige une école de trading et là où je voulais en venir, c'est que, ben, à notre humble avis pour investir ou pour trader, il faut avoir une appréhension, du monde qui soit, complète et enfin voilà, avoir une vision globale et c'est d'ailleurs ça qui est passionnant dans l'économie, hein, c'est qu'il faut, à la fois, comprendre les technologies, la géopolitique, la géographie, les mathématiques, même peut-être la physique, la psychologie également. Et donc nous, l'approche qu'on a au Club Saint-Paul, dont je me permets de vous faire la promotion, c'est justement une approche multidisciplinaire pour bien comprendre l'économie et, et pouvoir investir en conscience. Et après, pour les gens qui souhaitent apprendre le trading, voilà, de faire ça de manière sérieuse, parce qu'on voit beaucoup sur Internet des gens qui souhaitent vous apprendre à trader. Donc c'est très sympathique de leur part, mais voilà, ils vous présentent ça avec voilà, on lit un graphique et puis on achète là, on vend là. Enfin voilà, c'est assez simpliste, je trouve. Et donc nous, notre approche de l'investissement et du trading, euh, on la considère un peu plus complète que ça. Donc voilà, je me permets de vous faire la promotion du club. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en commentaire notre chaîne YouTube sur laquelle bah, on extrait des podcasts tout simplement de nos spaces. Donc vous allez pouvoir récupérer des morceaux de cette conversation dès demain sur la chaîne YouTube. Et vous aurez également la possibilité d'aller sur notre site internet et d'adhérer si ça vous intéresse au Club Saint-Paul. Voilà, je précise, il y a deux adhésions possibles. La première, c'est pour les gens qui souhaitent apprendre à investir, donc vraiment avec une vision sur la bourse, les cryptos, les matières premières, donc toutes ces choses-là. Et d'un autre côté, les gens qui souhaitent apprendre de manière très sérieuse à faire du trading. Voilà. Là, avec justement, parce que on parlait de l'implication de cette guerre sur les marchés. Et du coup, de manière, on va dire, simpliste, on pourrait dire, bon, bah alors, avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il faut shorter le dollar? Est-ce qu'il faut acheter de l'or? Non, c'est trop Est-ce que tard. le Bitcoin, ça va être la valeur refuge des oligarques russes? Donc, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Il y a beaucoup de Est-ce qu'il questions. faut... Alors, Justement, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? bon, déjà, on va parler des marchés traditionnels. On va essayer de restructurer parce que je vais partir dans tous les sens sinon. Donc, marché traditionnel. Vous avez eu les principaux indices mondiaux, Nasdaq, SP 500, DAX, CAC, qui se cassent la gueule depuis début janvier. Et d'ailleurs, lors d'un précédent Space, je vous avais dit ceci. Ça va s'accélérer, mais ça ne sera pas nécessairement un crack boursier. Et ça s'est accéléré, peut-être même un peu plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais en dernière séance, ça a commencé jeudi soir et bien continué vendredi. On a pris plus 7% sur les principaux indices. Les marchés, ce qu'on appelle acheter au son du canon. On ne va pas rentrer sur un petit débat que j'ai eu avec un analyste qui est très en vue en France, qui vous avait dit d'acheter juste après euh, la reconnaissance par la Russie des deux républiques populaires, Donetsk et Lugansk. Parce que le marché s'est encore cassé la gueule après, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine je crois que c'était jeudi dernier. Je crois que c'était jeudi matin que la Russie est entrée en guerre. Donc vous avez eu pendant toute la nuit les marchés qui se sont cassés la gueule, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rebondi. C'est acheter au son du canon, vendre au son du violon. Le marché a horreur d'une chose, l'incertitude. Il a horreur de ça. Parce que le marché, c'est une machine à anticiper. Et par conséquent, s'il ne peut pas anticiper, il a peur. Mais si le marché sait ce qui se passe, une guerre, c'est bon, l'information est déjà pricée.
C'est une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bon, bah, il y aura des morts, mais c'est pas, on n'est pas parti sur un scénario guerre mondiale avec des missiles nucléaires. Enfin, du moins, je n'espère pas. Et du coup, bah, les marchés ont fait quoi? Ils ont vendu la rumeur. C'est-à-dire qu'ils ont shorté, enfin, le marché a baissé, baissé, baissé. Ils savent pas ce qui se passe. Et puis quand l'abcès a été crevé, d'abord avec la proclamation des deux républiques, après, bon, bah, ça serait réennivé tout de suite avec la guerre. Mais quand la guerre est arrivée, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus? Une guerre nucléaire? Ça serait surprenant. Du coup, les marchés sont tombés et là, bim, ils rebondissent. Comme on dit, acheter la rumeur, vendez la nouvelle. C'est-à-dire que bah, vendez avant, bah, faites comme tout le monde vendait, mais quand la guerre est déclarée, bah, vous achetez au son du canon et bim, ça. Enfin, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé encore une fois de plus. Donc, à mon sens, c'est trop tard maintenant pour shorter les marchés. Je dirais qu'il faut mieux attendre des points d'entrée. C'est comme ça que je vois la chose. C'est à mon âme avis. Après, je ne vais pas vous dire, voilà, il faut acheter telle action, vendre telle action. Je vous dis simplement un petit peu ce qui semble se dégager. C'est pas, je vous dis juste, c'est pas un conseil, un investissement. C'est plus de vous donner un petit peu une vision de ce qui se passe. Ensuite, faut-il acheter du secteur de l'armement? Alors, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que c'est un domaine qui me passionne, l'industrie. Que ce soit Dassault, BAE Systems, il y a du Grumman là-dedans, Northrop aux États-Unis, enfin, Samsung aussi en Corée, enfin, c'est des entreprises que je connais bien. Mais est-ce qu'une guerre entre deux États de l'Est vont nécessairement augmenter la production de Rafale, de missiles Patriot? J'ai quelques doutes, très franchement. J'ai quelques doutes parce que ça prend un mois pour produire un avion Rafale. On a trois chaînes de production en France. Et un avion Rafale, ça coûte 100 millions d'euros. Donc, à moins qu'on soit vraiment dans une urgence vitale, que les Russes nous ont dit qu'ils vont nous déclarer la guerre conventionnellement dans un an, ça se paraîtrait complètement fou qu'on crée une quatrième, voire une cinquième chaîne de production sur les lignes de Rafale. Ou que la Grande-Bretagne dise, voilà, bon, bah, on va construire une dizaine de frégates type 26 en plus, type 45. Type 26 Daring, c'est l'équivalent en France des frégates Forbin et Chevalier Paul. Tout ça pour vous dire que acheter, mon sens, du secteur de l'armement aujourd'hui, ça me paraît, comment dire, surréagir par rapport à ce qui se passe là-bas. Autre question qui m'a été posée, l'or. Alors, l'or, c'est une assurance. Ça fonctionne comme une assurance. Ça, vous allez acheter une assurance avant que votre maison brûle. Mais quand votre maison a brûlé, bah, ou qu'elle est en train de brûler, c'est un peu tard pour acheter une assurance. C'est ce que tout le monde a l'habitude de dire avec le marché de l'or, c'est ben, vous achetez de l'or avant la crise, et puis quand il y a la crise, ben, ça fonctionne comme une assurance, ça monte. Là, on a été à plus de 1900 $ sur l'or, avec un excès de volatilité, avec un excès d'inquiétude dans l'Est de l'Europe. Pour que ça continue à monter, il faudrait que la situation s'aggrave. Donc, à moins que le camarade Poutine ait décidé d'envoyer quelques armes tactiques sur l'Ukraine, je ne vois pas vraiment ce qui pourrait pousser l'or à la hausse. Enfin, la dernière question, ça concernait le Bitcoin. Je ne cacherai pas que je suis un peu plus embêté pour répondre à cette question, tant les facteurs en fait sont multiples. Oui, les oligarques auront tendance à convertir leur dollar dans cette monnaie, mais il convient quand même de dire qu'il y a de plus en plus de milliardaires qui le font. Et le Bitcoin aujourd'hui devient une monnaie où les petites mains, les petits poissons se font de plus en plus éjecter. En fait, c'est même en train de devenir limite une monnaie interbancaire, une monnaie interinstitutionnelle. C'est-à-dire que vous avez l'or, enfin l'or, vous avez le dollar, vous avez l'euro, et puis vous avez le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est un système complètement décentralisé où les États ne peuvent pas saisir vos avoirs, parce que vous pouvez mettre ça dans un wallet et l'enterrer. Vous avez toujours vos Bitcoins, contrairement à un compte bancaire où on peut vous saisir et vous geler. Et du coup, bah, les gens, les grosses mains, les instits, comme on les appelle, les whales, ont déjà du Bitcoin. Et de plus en plus. Du coup, y a-t-il un rush des milliardaires russes y aura-t-il un rush? Je pense pas, pour deux raisons. C'est que, un, Poutine a déjà légalisé le Bitcoin, et de deux, toutes les personnes qui souhaitent, disons, s'affranchir de toutes les règles de lutte anti-blanchiment, de tout ce qui va être déclaration, de tout ce qui peut potentiellement freiner ou limiter la liberté financière, la liberté dans le sens économique des gens, bah, ils ont déjà du Bitcoin. Les oligarques russes ont déjà des réserves de Bitcoin. Donc,
Je ne vois pas des grandes quantités d'argent se déverser directement sur le Bitcoin. On est sur un marché qui pèse quand même, je crois, un peu plus de 1 millier de milliards de dollars. Il faudra regarder la market cap, il faut aller sur CoinGecko et autres Coin Market Cap. Ça varie tous les jours, hein, donc le chiffre que je vous donne a peut-être complètement changé. Mais enfin, ça m'étonnerait, parce que le Bitcoin est maintenant autour de 37-38 000 dollars, et je crois qu'il était à 1,3, 1,4 milliard de milliers de milliards de dollars quand on était à 60 000 l'été dernier. Donc, je veux dire, on est sur des zones où un gars qui veut acheter 1 ou 2 milliards de dollars, ou un groupe de gars qui veut acheter 1 ou 2 milliards de dollars de Bitcoin, bah, ça va faire monter les cours, oui, mais pas excessivement. Donc je ne pense pas très sincèrement, et au risque de vous décevoir, qu'il y ait de grands mouvements de prix maintenant sur le marché. Après, il faudra surveiller la Russie et le marché pétrolier. C'est-à-dire le pétrole, le gaz et le charbon russe. Où là, oui, il y aura peut-être des choses à faire. Un truc en ce moment qui est très à la mode, c'est le charbon métallurgique. On voit le prix exploser par 10 en l'espace de 2 ans. Parce que les ressources se font rares et la demande de plus en plus croissante avec la Chine et l'Inde qui ont de plus besoin de charbon pour leur industrie. Le coal, comme on dit. Vous avez également les terres rares qui s'envolent. C'est-à-dire tous les métaux, les alliages rares. Enfin, les alliages, non, c'est faux, on ne trouve pas d'alliages en nature, on fait des alliages. Mais ça peut par exemple être tout ce qui va être rhodium, palladium et dérivés, euh, qui sont rares, dont on a besoin dans l'industrie. Et ben, si l'offre baisse et que la demande monte, ben, ça va marcher de plus en plus. Un truc qui fonctionne du tonnerre en ce moment, c'est le lithium. Je ne sais plus quel est le matériau dans les voitures qui a été remplacé par le magnésium, parce que il y a un matériau qu'on utilise dans le thermique dans les bagnoles, qui est devenu beaucoup trop cher et beaucoup trop rare, et qu'on a remplacé par le magnésium. Ben, ça sera pareil dans 2 ans, le magnésium, il n'y en aura plus. Et ça sera remplacé par je ne sais quoi d'autre. Et voilà, c'est des choses qui marchent très fort. Le lithium, pour vous dire, en ce moment, ça semblerait être le marché d'avenir. Les entreprises n'ont jamais été aussi rentables. Il y a des entreprises comme Livent, vous avez Sociedad de Química, Sociedad de Química, c'est une entreprise sud-américaine. Vous avez les deux entreprises chinoises, et puis vous en avez deux autres, une entreprise allemande et l'autre, je ne sais plus, mais peu importe, c'est facile, vous cherchez les plus gros producteurs de lithium, vous avez les 5 entreprises qui vont sortir, vous avez les trois grandes, plus les deux asiatiques. Après, vous avez des petites sociétés, naturellement, mais bon, là, c'est pas des choses qui vont vous intéresser. Euh, voilà. Euh, Vous pouvez également regarder du côté des panneaux solaires, producteurs de panneaux solaires chinois qui deviennent de plus en plus résistants dans le temps, c'est-à-dire de plus en plus fiables, et dont le rendement énergétique va être comparable à celui des États-Unis. Un exemple tout simple, entre un panneau solaire produit par un producteur américain comme First Solar et un producteur chinois comme Daqo New Energy, vous êtes sur une gamme de prix de 1 pour 4, mais un rendement de 98% pour le chinois contre 99% pour l'américain, donc autrement dit 1%, vous n'allez même pas le voir, et une résistance à 5 ans qui sera quasiment la même. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose à jouer du côté des panneaux solaires en ce moment. Autre révolution, la voiture électrique. Avec Tesla, avec les producteurs européens qui s'y mettent, la e-tron de chez BM, je crois, et Audi également qui va lancer des voitures électriques. Alors, je vous donne des pistes de recherche, je ne vous dis pas d'acheter ou de vendre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais à mon sens, c'est des choses qui sont, à mon avis, plus pertinentes à jouer sur du fondamental, sur du long terme, que de vouloir jouer quelque chose sur du technique et sur du conjoncturel tout de suite. L'or a monté, bah, c'est trop tard pour en acheter. Euh, les marchés se sont cassés la gueule, c'est trop tard pour en vendre. Nous, on était short sur les marchés pendant ces 15 derniers jours. Bah, maintenant, on a coupé nos positions. Très franchement, je me vois mal revendre le marché tout de suite. Je vais attendre, parce que bon, les gens sont un peu fous en ce moment, mais je parle pas de vous, hein, je parle évidemment des États, des gros bonnets, des whales, etc. Donc je préfère attendre. Mais là, très franchement, je pense que l'essentiel de la chute liée à la Russie est passé. Après, vous avez d'autres facteurs qui appuieront l'inflation aux États-Unis, qui est beaucoup plus importante que prévu. Et la Fed a dit hier ou avant-hier, le temps passe vite, donc vous voyez, on peut rapidement se trouver avant-hier, alors que ça pouvait être hier ou inversement, qui a dit voilà, on est obligé de remonter les taux, là on va y aller. Le marché dit ok, pas de problème, il n'a pas plongé quand ils ont su ça.
tous ces choses-là, tous ces paramètres-là sont déjà acceptés. Après, c'est l'ampleur. C'est ce qui va durer. Dans le sens où l'inflation est là, d'accord, mais est-ce qu'elle va durer 3 mois ou est-ce qu'elle va durer 2 ans? La remontée des taux, ok, on sait qu'elle va remonter, mais est-ce que ça sera juste une petite remontée ou est-ce qu'on va faire une remontada comme dans les années 2000 aux États-Unis, qui a conduit en 2007 d'ailleurs à la crise financière qu'on connaît? Parce que la crise financière, c'est certes les subprimes, mais qui a été également alimentée par Greenspan, la remontée des taux. Oui, c'est vraiment, je vous encourage à chercher davantage réfléchir sur fondamentalement qu'est-ce qui drive le marché, qu'est-ce qui va pousser le marché dans un sens ou dans un autre, sur des facteurs fondamentaux, comment vous voyez le marché demain et après-demain, les interactions entre les intervenants, plutôt que d'essayer de jouer des conjoncturels où sachant qu'à peu près tout a déjà été pricé. Toutes les infos sont déjà dans les cours. Donc il y a plus, à mon sens, il n'y a plus rien à jouer. Et justement, j'en profite 30 secondes pour faire la pub du Club Saint-Paul pour l'école de trading. Nous, dans l'école de trading, alors à la base, j'avais proposé 3 modules, mais les modules étaient trop gros et n'étaient pas pertinents. Donc, j'en ai fait 5. Vous avez, en fait, vous allez progressivement aller de l'économie jusqu'à les outils pratiques de la salle de marché. Donc, très rapidement, vous avez le premier module économie, où là, je vais vous apprendre à avoir, enfin, je vous donnerai tout ce qu'il faut savoir sur l'économie financière. Vous aurez les bases. Après, je vous expliquerai évidemment où aller compléter les informations, parce que je donnerai les outils de base, mais il faudra compléter. Le deuxième module, on parlera de gestion de portefeuille, comment on construit un portefeuille, comment on réfléchit, quels sont les modes de gestion. On parlera vraiment de base. Troisième chose, on va parler de tout ce qui va être salle de marché. Enfin non, ça c'est le quatrième. Le troisième, c'est marché financier. Là, je vais vous parler de tout ce qui va être économie finance de marché. On va présenter le fonctionnement de la bourse, les principaux acteurs, la réglementation, enfin vraiment un truc centré sur les marchés. Le quatrième, on ira plus loin, on ira littéralement parler de produits de bourse. Qu'est-ce que c'est qu'un futur, une option, un CFD? Qu'est-ce que c'est qu'un produit de taux? Comment fonctionne le marché d'échange? Alors, je fais une toute petite parenthèse en vous disant, moi, personnellement, envoyer des débutants sur le marché du Forex, c'est complètement suicidaire parce que c'est très difficile. C'est beaucoup plus simple, à mon sens, d'aller sur le marché indiciel que sur des marchés indiciels, genre les marchés d'actions, hein, le CAC 40, le DAX, que d'envoyer des gens sur du Forex. Mais bon, vu que tout le monde aime le Forex, moi, j'ai fait un très gros module sur le Forex parce qu'au moins, vous aurez les informations pour survivre. Et puis, le dernier module, là, on parlera d'outils pour la salle de marché. Je vous ferai un cours sur l'analyse technique, on fera des choses ensemble. Je vous apprendrai à construire un plan de veille sur les marchés. Je vous expliquerai comment moi je procède dans mes analyses financières. Enfin, ce sera vraiment des trucs pratiques. L'idée, c'est de vous donner une vision d'ensemble des marchés, mais pas juste vous apprendre à lire un graphique. Parce que si vous apprenez à lire un graphique, mais que vous ne savez pas ce que c'est qu'un PER, un PER, Price Earning Ratio, ou par exemple un price to book, dites-vous qu'il vous manque tout. Connaître les ratios financiers simples comme le PIR ou le price to book, c'est nécessaire, mais c'est très très loin d'être suffisant. Mais si vous ne les connaissez même pas, dites-vous que votre formateur qui vous dit oui, je t'apprends à trader, mais il n'est même pas abordé ça, vous ne savez rien. Donc, nous, on a vraiment essayé de construire un truc très, très vaste, très, très complet, mais pas compliqué. Je ne vais pas vous assaillir de notions. On fera ça par petites doses, mais par contre, ça sera complet. Pour vous dire, l'école de trading, vous aurez l'équivalent de 80 heures de conférences à l'année. Vous aurez l'équivalent d'une quarantaine d'heures de cours appliqués en salle de marché. Donc, vous avez 120 heures d'audio et de présentation, plus les trades. Vous avez 10 trades par semaine, donc ça vous fait 500 trades à l'année. Vous avez l'équivalent, je dirais, de 300 heures de formation, 300-400 heures de formation dans l'année. Pour vous dire, un master en finance de marché, c'est 300-350 heures, mais dans lesquels il faut enlever des trucs inutiles, comme par exemple, moi, ce que j'avais eu des cours d'anglais. C'est utile, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas utile pour apprendre les marchés. Des cours de marketing, des cours de ressources humaines, et puis après, vous avez évidemment tous les TP, les modules, et puis vous perdez du temps parce que vous prenez une pause entre 2 heures, parce que vous répétez 25 fois la question, parce que la prof est en retard. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur 300 heures de cours, vous en avez quoi? 80, 100 qui sont vraiment utiles. Alors que chez moi, enfin chez nous, vous aurez 120 heures intenses, un petit peu comme je suis en train de vous le faire là ce soir, et vous aurez des trades, des messages, vous aurez des liens sur des liens utiles, sur l'analyse technique, sur l'analyse fondamentale, sur la bourse, des vidéos, enfin ça sera vraiment très fouillé. Donc je termine ma pub là, mais juste pour vous dire que ça sera plus dense qu'un vrai master en finance. Vous en saurez plus qu'un gars qui sera passé par l'université, et en plus de ça, je vous aurai donné des outils concrets. Donc ça veut dire que j'espère que vous en saurez plus et vous serez mieux faire que les gars qui font un master finance et qui disent ouais, j'ai fait tel master finance, je suis un caïd dans mon sujet. Faux. Ils ne sont pas des caïds, et les master finance, les deux que j'ai pu faire, le niveau était bon, mais c'était pas non plus extravagant. L'idée, c'est vraiment de vous donner à la fois du théorique et du pratique.
Et puis aussi pourquoi je suis entre guillemets légitime à tout ça. Moi, je baigne dans les marchés financiers depuis l'âge de 14 ans. Je suis gérant d'un petit fonds d'investissement à Malte. Je suis analyste financier alors, à tiers-temps et à distance. Il faut quand même préciser, dans un family office en Suisse. Un family office, c'est un cabinet de gestion de fortune. Euh, on m'a vu à la télé de temps en temps. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un concours de bourse qui s'appelait les Talents du Trading. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça fait toujours plaisir à l'orgueil. Et malgré tout, au-delà de tout ça, au-delà du fait que je suis passé par la fac, j'ai fait le master marché financier à Clermont-Ferrand et le master 2 ingénierie financière à Poitiers, à distance pour ce dernier. Au-delà de tout ça, au-delà des compétences, enfin des connaissances théoriques basiques que j'ai pu apprendre à la fac, j'ai énormément développé par moi-même, que ce soit en lisant les bouquins, en me rapprochant de professionnels, en écrivant même à des régulateurs ou des cabinets d'avocats. Parce que quand j'avais 19 ans, que j'étais en droit, bah, ça me faisait chier d'aller en droit. Et ce que je faisais, c'est que j'écrivais aux firmes juridiques dans le monde. Je pense au cabinet Arnaise, qui est un grand cabinet d'avocats dans le monde spécialisé dans l'offshore. J'écrivais également aux régulateurs, que ce soit la MFSA à Malte, le régulateur à Gibraltar. J'ai écrit à la CISEC là-bas, enfin non, pas la CISEC justement là, le régulateur des... peu importe. C'est les îles Vierges britanniques. Puis mieux que les Caïmans, mais bon, tout le monde veut aller aux Caïmans dans l'industrie. Alors que les îles Vierges, c'est beaucoup mieux. Et du coup, bah, je demandais de l'information et il y a beaucoup de gens qui disaient, ah, pas de problème, tiens, je t'envoie des PDF, vas-y, je vais te réexpliquer, pas de souci. Et du coup, bah, 19 ans, 20 ans, moi, quand j'ai compris que je voulais devenir gérant de portefeuille dans ma propre structure, bah, j'ai eu qu'un pas à faire pour dire, voilà, j'ai monté mon hedge fund et un deuxième pas pour chercher la documentation. Et depuis cet âge-là, bah, j'ai voulu faire que ça, monter un hedge fund, monter mon propre fonds d'investissement, être mon propre patron dans ma propre société de gestion de fonds et une société de gestion de fonds en type offshore, hedge fund. Voilà. Et du coup, bah, ce que je peux vous restituer, c'est à la fois des connaissances de base, comme on les apprend à l'université, je veux dire le niveau 0 ou le niveau 1, et au-delà, je peux vous donner les trucs en plus professionnels, le niveau 2, et après toute l'expérience, tout ce que j'ai pu en retirer en niveau 3. Et c'est ce que vous pouvez venir chercher chez nous. Et en plus de ça, le prix qu'on vous propose est quasiment dérisoire par rapport, je dirais, aux standards dans l'industrie où les gens vont vous donner beaucoup moins d'informations, beaucoup moins de réflexions et vont vous facturer ça à un prix qui est complètement colossal. Et je vais même donner un exemple. Bon, après, ce sera le dernier, promis. À Paris, vous avez une école de trading, une semaine de formation, 15 000 euros, qui est organisée par un ponte qui vient sur BFM Business de temps en temps. Euh, Facturer 15 000 euros pour une semaine de formation, euh, moi personnellement, je trouve que c'est complètement abusé. Hein, parce qu'une semaine de formation, apprendre le trading sur le CAC 40, apprendre les futurs et les options, vous achetez le Visa Bona, options futures et produits dérivés. Non, c'est pas celui-là, c'est le OUL, celui-là. C'est la pratique moderne des options et des. Non, la pratique moderne des produits, des options et des futurs. Mais c'est pratique moderne des options et des futurs, c'est un bouquin qui fait 310 pages. Très facile à apprendre, très facile à comprendre, qui coûte 50 euros à la Fnac. Donc, je veux dire, au lieu d'aller dans une formation où vous n'allez rien retenir et vous aurez payé 15 000 euros, bah, achetez donc plutôt un ou deux bouquins à la Fnac et bossez-le par vous-même. Moi, c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez vous lancer là-dedans. Donc voilà. Bah, écoute, je vais te repasser la main, Alps. Je tiens à préciser qu'on fait ce type de space tous les dimanches, donc à la même heure, hein, dimanche 21h. Peut-être que ça va changer dans les prochaines semaines. Ce sera dans un autre jour de la semaine, mais pour l'instant, ça reste le dimanche à 21h. Donc, vous pouvez vous abonner, soit à moi, soit à Anderson, pour avoir les infos du space. Et également, si ça vous a plu, n'hésitez pas à retweeter le replay du space, il est disponible en replay. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Voilà, je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur le space, enfin de semaine en semaine, donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Puis voilà, s'il y en a encore qui ont des questions ou peut-être des remarques, très rapidement, n'hésitez pas. Et puis en commentaire du space, je vous ai mis le lien du site du Club Saint-Paul. Et je vous ai également mis notre chaîne YouTube où voilà, on extrait à chaque fois des parties du space pour en faire des podcasts. Je trouve que c'est un peu plus digeste que de balancer les 2 ou 3 heures complètes. Donc voilà, je me permets d'extraire des morceaux sur des points précis et d'en faire des podcasts. Voilà. Tu fais bien. Écoutez, moi, en tout cas, je vais en rester là pour ce soir. Comme je vous l'ai dit, il est minuit passé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, puis peut-être Et à oui, dimanche prochain. également.